Ok, bonjour à tous. Merci d'être présents. Je suis content de voir que la salle est pleine et que le sujet FinOps et DevOps motive. On va passer 45 minutes. Je suis Thomas Barandon, je suis Senior Technical Account Manager chez AWS et je suis accompagné aujourd'hui par Fouad Mac. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Fouad Mac, donc directeur du programme Move to Cloud pour Veolia. Donc voilà, le talk va être divisé, on va dire, en trois petites parties. Une partie sur DevOps, c'est quoi les challenges du DevOps, comment FinOps s'intègre au monde DevOps. Et ensuite, on aura un témoignage d'une mise en pratique par Veolia. Et donc Fouad va vous détailler leur mise en pratique au sein du groupe Veolia. Donc je vais commencer par DevOps. C'est quoi DevOps? Je vous présente Jeff Bezos, pour ceux qui ne connaissent pas. Monsieur Bezos a dit une chose, Amazon cherche à être une grande compagnie, mais tout en restant une machine à inventer. On veut vraiment garder cet esprit d'innovation au sein du groupe. Et en fait, on veut bénéficier de finalement la force de l'expérience client d'être une large entreprise, tout en gardant l'intérêt de petites structures, en tout cas de ce qu'on associe aux petites structures, c'est-à-dire la capacité à innover, la capacité à prendre du risque et à accepter le risque, avoir des mentalités d'agilité, et donc essayer de mêler finalement le meilleur des deux mondes au sein d'une même entreprise. Donc ça, c'était notre challenge. Du coup, notre tâche, il s'agissait d'abord d'améliorer l'innovation, l'agilité, la rapidité et la qualité du code. Et pour réaliser ces tâches-là, cette amélioration-là, ce qu'on a fait, c'est essayer au maximum de décomposer pour agiliser, donner de l'autonomie. Donc changer finalement la culture et les modèles opérationnels qu'on avait et qu'on connaît tous. Et surtout, on a cherché à automatiser pour opérer finalement à l'échelle et ne pas avoir à gérer toutes ces questions de capacity management. On cherche à automatiser au maximum. Donc en termes de structure, la première chose qu'on a faite, c'est de responsabiliser les équipes. Donc déjà, on a divisé les équipes en ce qu'on appelle Pizza Team. Vous avez sûrement déjà entendu ce petit nom. Donc c'est Pizza Team. Donc il s'agit de nourrir une équipe avec juste une pizza. Si les gens ont toujours faim à la fin, c'est que l'équipe est trop grande et qu'il faut donc splitter l'équipe et acheter plus de pizza. On va responsabiliser donc ces équipes-là en leur donnant une responsabilité totale des solutions qu'elles font. Vous connaissez peut-être la citation de Werner Vogel, notre CTO, qui dit You build it, you run it. C'est vraiment une citation de responsabilité de ces équipes. Elles sont donc garantes de la qualité des solutions rendues et des solutions qu'elles opèrent. Et elles ont un focus sur l'innovation. Vu qu'elles sont focalisées sur leurs solutions, elles les développent et elles continuent à les développer. Elles peuvent aussi se focaliser sur l'innovation. Et le fait qu'on automatise énormément notre chaîne d'outillage fait qu'elles peuvent vraiment se concentrer sur ces points d'innovation sans avoir à gérer finalement une possible dette technique. Les conséquences, c'est finalement une mentalité qui pousse à l'innovation. Et ça, on le voit dans les chiffres. Donc là, vous avez sur ce slide-là les statistiques du nombre de fonctionnalités et services qu'on a sortis année après année. Et vous voyez que on passe en 2017 à 1430 fonctionnalités et services. Je peux vous dire aussi qu'en 2018, on est à plus de 1950 fonctionnalités et services. Donc ça augmente d'année en année. Et ça nous conforte dans l'idée que ce type de structure-là favorise l'innovation au sein des entreprises et favorise l'innovation des développeurs et des builders. Mais DevOps, ça pose quelques challenges. On a du coup des milliers d'équipes, puisqu'on a plein de toutes petites équipes. On a potentiellement des milliers d'architectures microservices opérées par ces équipes. On fait de la livraison en continu, donc on a un pipeline continuous integration, et on va pousser du code de manière continue. On a un nombre d'environnements multiples. On n'oublie pas les environnements de pré-prod, dev, test, UAT, prod, ne l'oublions pas. Et enfin, on a plusieurs types de déploiements, en fonction de la criticité ou en fonction du modèle d'opération de l'équipe. Le résultat, c'est qu'on a des millions de déploiements par an. Et ça peut être un petit peu difficile à gérer dans un environnement pareil. Néanmoins, on voit les résultats. On voit les résultats de cette culture DevOps. Donc ça, c'est les statistiques qui viennent d'un report fait par le Puppet. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous Puppet. Ils ont fait une analyse, on va dire, de divers clients qu'ils ont. Et on a trouvé en fait en résultat
qu'avec ce type de mentalité DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, on a 30 fois plus de déploiements en fréquent, on va dire. 440 fois moins de temps pour délivrer. Donc on est vraiment rapide entre le moment où on imagine et le moment où on met en production et on délivre. 60 fois moins d'incidents, ça c'était pas attendu mais on a beaucoup moins d'incidents. 21% de tâches non prévues. Donc en termes de gestion de projet c'est aussi beaucoup plus simple. On n'a pas trop de surprises. Et on arrive à trouver des nouvelles tâches et des nouveaux besoins. Donc ça c'est toujours sur la partie innovation dans 44% des cas. Donc on voit que cette mentalité DevOps a vraiment des bénéfices et Amazon n'est pas la seule entreprise, bien entendu, à avoir embrassé cette méthodologie-là. Et j'imagine que vous êtes là ici, en tout cas, pour la partie FinOps. Donc une fois qu'on a parlé DevOps et qu'on a installé cette thématique, comment le FinOps s'intègre finalement dans le DevOps? C'est ce qu'on va voir. FinOps, c'est la juste approche dans un monde DevOps. On pourrait imaginer, comme auparavant, avoir un modèle 100% finance, où on aurait nécessairement un biais financier, potentiellement une agilité réduite, et néanmoins des dépenses fortement contrôlées. Donc la finance serait contente, mais la partie Ops et Dev peut-être un petit peu moins. On pourrait aussi très bien imaginer avoir l'autre pendant, où finalement on donne la main à 100% aux devs, et puis on laisse faire les devs. Là, par contre, on aurait nécessairement un biais technique, une forte agilité, c'est sûr, mais des dépenses fortement variables. Du coup, la juste approche, c'est l'approche FinOps. Et l'approche FinOps, ça vise à rapprocher finance et ingénierie. Ça améliore la capacité à atteindre les objectifs, en une phrase, les objectifs budgétaires, en ayant une visibilité claire sur les besoins opérationnels, tout en maintenant l'agilité et la capacité d'innover. Du coup, on va voir comment on peut mettre en œuvre finalement cette idée de FinOps sur AWS. Déjà, si on repart de la base, les principes de coût sur AWS, certains d'entre vous devaient sûrement les connaître. On ne vous demande pas d'investissement upfront requis, donc c'est vraiment du paiement à la demande en fonction de ce que vous consommez. Et du coup, vos dépenses suivent votre croissance. Vous faites du coup des paiements à la demande. Vous profitez de l'expansion d'AWS dans le sens où ces dernières années, on a fait plus de 60 réductions de prix sur les divers services. Et donc plus on scale, plus on peut réduire les coûts et on répercute cette réduction de coûts sur vos propres coûts. Donc on réduit le coût des services. Et vous payez moins quand vous vous engagez. Je vais revenir sur ce point-là. Sur EC2, qui est notre service de compute, de calcul, pour avoir des machines virtuelles, ce qu'on appelle nous des instances, vous avez 3 types de paiements. Le paiement par défaut, c'est le paiement à la demande. Donc c'est le paiement d'une capacité de calcul à la seconde, anciennement à la minute, maintenant à la seconde, sans engagement de longue durée. C'est fait pour les charges de travail dites stateful, donc là où on va avoir une connexion entre l'utilisateur client et l'application, ou alors définir un besoin. On est en train de poker quelque chose, par exemple, c'est un besoin très temporaire. Mais vous avez aussi d'autres types de paiements. À la demande, c'est le type de paiement par défaut, mais si je veux tirer un petit peu bénéfice du cloud et réduire mes investissements, je vais pouvoir prendre ce qu'on appelle les instances réservées, les RI, Reserved Instance. Ça va vous permettre de vous engager pendant 1 an ou 3 ans sur une capacité et une ressource bien définie, mais bénéficier d'un discount significatif sur le prix de cette ressource-là. C'est fait pour les workloads stables ou prédictibles. C'est-à-dire que vous savez que pendant 12 mois, pendant 36 mois, vous allez exécuter cette charge de travail-là et vous allez avoir besoin de ces ressources-là. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les instances spots. Donc les instances spots, c'est de la capacité EC2 non utilisée, donc on a en stock finalement, on spare, et qu'on met à disposition avec un prix qui est établi par le marché. Donc ça c'est fait pour les workloads fault tolérantes, flexibles et stateless. Pourquoi? Puisqu'on peut vous retirer les instances spots à n'importe quel moment si un client venait à prendre la ressource. Donc c'est très utile parce qu'on a des très fortes réductions de prix, mais il faut que la charge de travail soit capable d'un point de vue technique d'accepter entre guillemets le cas d'utilisation des instances spots. Un point important,
vu que je parle de spot, et vous avez compris qu'on peut vous retirer l'instance si vous perdez entre guillemets le marché ou si quelqu'un vient utiliser la ressource, on a mis en place depuis peu la capacité Hibernate qui permet du coup de mettre en état de veille prolongé finalement les instances. Ce qui vous permet de repartir derrière, quelques minutes après par exemple, avec exactement le même état technique de l'instance. Du coup, vous voyez qu'on a 3 types de paiement, en tout cas 3 types d'utilisation en fonction des besoins. Et un des premiers points, c'est pour être vraiment cost efficient sur AWS, ça va être de mixer les types de paiement et d'engagement. On va du coup utiliser des RI pour des charges de travail stables et prédictibles comme je vous l'ai dit, mais on va aussi rajouter de l'on-demand pour les nouvelles charges de travail ou scaler votre workload. Et enfin, on va utiliser Spot pour les charges de travail qui ont une capacité technique à exploiter Spot. Donc il ne faut pas juste faire de l'on-demand, juste faire du RI ou juste faire du Spot, mais bien mixer les 3 types de paiement pour avoir le meilleur. Vous savez qu'AWS met à disponibilité toutes les fonctionnalités nécessaires aux développeurs et aux builders. Et ces fonctionnalités-là, ça va être principalement l'élasticité. Donc l'élasticité, c'est la capacité d'éteindre ou allumer les instances en fonction de la demande en temps réel. La flexibilité, donc on a divers types d'instances, diverses régions, diverses availability zones, divers types de paiements comme vous l'avez compris. Donc on est vraiment très flexible en termes de besoins techniques. On pourrait très bien imaginer que vous faites aussi un lift and shift en mode statu quo, c'est-à-dire que vous prenez juste vos ressources existantes on-premise et vous les migrez en one-to-one sur AWS. Vous prenez des reserve instances et vous bénéficiez quand même d'une réduction de coût. Donc ça, c'est pour des workloads qu'on ne peut pas forcément replatformer, refactoriser. On va utiliser ce statu quo-là. Et c'est une option sur AWS. C'est un besoin client, on y répond. Et enfin, l'avantage d'AWS, c'est que vous allez pouvoir aussi facilement identifier les charges de travail qui pourraient être redimensionnées. On vous donne tous les outils, donc Trusted Advisor, CloudWatch et autres, pour faire cette analyse-là et trouver finalement là où le besoin technique en termes de ressources a été surestimé et où vous pourriez faire des économies là-dessus. Du coup, si on regarde un petit peu les étapes de réduction de coûts sur AWS, pour ceux qui étaient au talk TCO ce matin, pardon, vous devez déjà reconnaître ce slide-là, mais on a diverses étapes. Donc généralement, ce qui se passe chez nos clients, vous avez du coup de l'on-premise existant et vous réalisez un lift and shift. Le lift and shift ne représente pas un gain énorme financier. Néanmoins, on va pouvoir, d'un point de vue tactique, opérer plusieurs actions pour faire réduire le coût de ces différents workloads et du coup de la migration. Donc le premier point, ça va être un redimensionnement des machines. C'est le point le plus simple puisqu'on vous donne les outils et ensuite il faut appliquer. Alors c'est simple à dire, peut-être plus difficile à faire en fonction des structures d'entreprise. On peut avoir des responsabilités décentralisées et partagées et on peut avoir des challenges à faire modifier finalement les ressources. Il va falloir aussi améliorer l'élasticité. Donc ça va consister à se rapprocher au maximum de la charge en temps réel versus les ressources que je consomme sur AWS. Et on va pas mal s'attarder sur cette question d'élasticité. Optimiser le stockage. Et une fois qu'on a fait ces 3 actions-là, on arrive sur ce qu'on appelle un lift and shift optimisé. On a déjà des gains non négligeables en termes de coûts. Mais on peut aller plus loin. Pour l'instant, on utilise beaucoup d'éléments d'infrastructure sans forcément, à part sur la partie redimensionnement, avoir regardé beaucoup de métriques. Donc c'est assez tactique, c'est assez simple à faire. Donc c'est 3 étapes qui peuvent aller assez vite. Mais on peut ensuite mettre en place des KPI, donc mesurer, monitorer et améliorer, donc de manière continue. Et une fois que ça c'est fait et que c'est mis en place, rentrer dans une boucle d'amélioration continue. Ça c'est sur la partie métrique et réaction aux métriques. On peut aussi très bien réarchitecturer et passer sur des services dits managés, où là vous allez aussi gagner en coût. Et là je ferai attention au calcul des coûts, rentrez bien le coût des opérations, puisqu'une fois que vous passez sur un service managé, vos ops n'opèrent absolument plus le service et l'infrastructure sous-jacente au service. Ils exécutent juste un besoin sur, par exemple, une base de données RDS. Ils n'ont plus besoin de maintenir le serveur qui maintenait la base de données MySQL auparavant.
Et donc une fois que vous avez fait déjà toutes ces étapes-là, vous pouvez encore pousser plus loin et vous pouvez refactoriser. Et donc là, il va falloir s'attarder sur l'application et les fonctionnalités de l'application. Et vous pouvez passer sur des architectures dites serverless, où là, le code est exécuté à la demande. Vous n'exécutez plus aucun serveur, vous exécutez uniquement du code. Et les seuls coûts inhérents sont les coûts générés par l'exécution de ce code-là. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous êtes replatformé et optimisé sur AWS. Je l'ai résumé en 3 minutes, mais ça peut prendre des années. Et on va voir comment essayer d'aller plus vite. Du coup, le premier point, c'est analyser. Comment j'analyse? En fonction de la complexité de votre environnement sur AWS, je vais choisir différentes options. Si mon environnement est simple, statique, et j'ai un environnement de faible taille, je vais finalement utiliser mon billing de référence, mes factures AWS, peut-être la billing console de temps en temps. Et puis plus mon environnement va devenir complexe, dynamique et de taille importante, plus je vais aller deep dive dans l'analyse de ces coûts. Donc je vais utiliser le Cost Explorer, je vais mettre en place des règles AWS Budget et je vais vraiment essayer de comprendre finalement ces coûts. Et enfin, pour les cas les plus extrêmes et quand je veux vraiment faire du sur-mesure, je vais faire une analyse de ce qu'on appelle le CUR. Le CUR, c'est pour Cost and Usage Report. Et je vais pouvoir générer des rapports do it yourself ou injecter ces CUR auprès d'outils tiers. On va parler des partenaires qui peuvent vous aider dans cette partie FinOps. Donc ça, c'est si vous voulez avoir un analytics propre à vous, parce que le Cost Explorer ne répond pas à 100% de vos besoins, vous pouvez très bien monter cette partie-là en do it yourself. On vous donne l'accès aux données brutes de facturation. Une fois que cette analyse a été faite, on va pouvoir se concentrer sur le redimensionnement. Et pour le redimensionnement, on va sélectionner des types d'instances généralement les plus coûteux et on va essayer de les réduire pour les faire correspondre au mieux aux besoins techniques du service qui tourne sur l'instance. Les indicateurs clés techniques pour cette analyse de redimensionnement, ça va être l'utilisation processeur, l'utilisation mémoire, l'utilisation réseau, l'utilisation disque. Donc toutes ces ressources-là, elles pourraient potentiellement être réduites. Et si vous constatez qu'il n'y a pas une très forte utilisation de ces ressources au niveau du serveur, on va redimensionner à la baisse. On peut utiliser du coup les métriques CloudWatch et ajouter une métrique personnalisée qui est l'utilisation de la RAM. Les autres métriques, vous les avez déjà nativement. La seule métrique qu'on ne vous donne pas nativement, c'est la RAM, puisqu'on considère que la RAM fait partie de l'environnement client. Nous, à AWS, on n'a pas à regarder votre environnement. Donc charge à vous d'installer les agents nécessaires et remonter la data dans CloudWatch. Et ensuite, c'est assez simple pour faire les croisements de données et trouver les instances qui seraient potentiellement à réduire. Un exemple, si je fais un lift and shift, je vais partir du principe que je n'ai pas fait d'analyse on-premise, donc je fais uniquement une analyse sur AWS. Donc je fais mon lift and shift à ISO 1.1, et donc l'instance qu'il me fallait, c'était une M4 4X large. Cette M4 4X large, ce que je vais faire, c'est que je vais la superviser pendant un certain temps, que j'aurai défini, avec les divers métriques que je viens de vous donner. Et ensuite, je vais redimensionner. Si j'ai besoin de 50% du processeur, si j'ai besoin de 50% de la RAM, je redimensionne. Une fois que le redimensionnement a été fait, un point qui est important et qui peut être oublié, c'est le contrôle. Vérifiez l'impact que ça a sur l'application. Et n'oubliez pas de le faire. Et enfin, une fois que vous avez balisé ces 4 étapes clés, vous profitez déjà d'une première baisse de tarif, qui n'est pas la seule que vous pouvez faire, parce que vous pouvez très bien imaginer que cette instance-là, je vais aussi lui appliquer une reserve instance une fois qu'elle a été redimensionnée, ce qui va encore faire baisser son coût. Donc ça, le redimensionnement, c'est vraiment une étape clé, et c'est la première étape à réaliser, puisque si vous n'êtes pas bien sizé, vous allez sûrement investir peut-être dans des RI, c'est la solution rapide et facile, mais néanmoins, vous allez finalement acheter et vous committer à un nombre de ressources que vous n'allez pas forcément consommer. Donc l'étape de redimensionnement est vraiment fondamentale. Ensuite, il va s'agir d'élastifier. Donc élastifier, c'est vraiment pour moduler la taille des ressources et des environnements en fonction de la charge réelle et du besoin réel. Pour ça, on va avoir 2 services clés que je vais aborder. Premièrement, c'est l'instance scheduler qui va vous permettre d'allumer et d'éteindre des environnements finalement en fonction des heures de la journée et de la nuit. Et enfin, la partie EC2 autoscaling pour l'optimisation du nombre d'instances en temps réel. Pour la partie instance scheduler,
C'est assez simple à comprendre. C'est pas un service à proprement parler, c'est une solution prête en CloudFormation que vous pouvez déployer sur vos comptes. Et cette solution-là, elle va vous permettre facilement, via l'utilisation de tags, de programmer l'allumage et la mise en veille des instances en fonction des heures du jour et de la nuit. On peut imaginer des environnements de développement, vos développeurs travaillent de 9h à 18h, et ben vous allumez vos instances de 9h à 18h. Bien entendu, rien ne les empêche derrière d'allumer s'ils ont envie de faire des heures sup, il n'y a aucun problème. Mais juste en faisant ça, vous allez pouvoir, du coup, encore une fois, optimiser vos coûts, vu que les ressources ne sont pas utilisées la nuit et vous ne payez pas pour la puissance de calcul qui serait allumée pour rien. Dernier point que j'ai oublié d'aborder sur l'élastification, c'est compatible EC2, mais c'est aussi compatible RDS. Donc les services managés type base de données peuvent aussi être allumés et éteints en fonction du besoin. Même chose, si vous avez de la pré-prod, si vous avez des environnements dev avec des bases de données managées, utilisez Instance Scheduler pour allumer et éteindre ces bases de données. Toujours dans la partie élastifiée, on va pouvoir utiliser du coup la partie auto-scaling et on va utiliser Fleet, les launch templates et les auto-scaling groups. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans la technique ici. L'objectif, c'est bien de tirer parti des fonctionnalités d'automatisation de l'approvisionnement fournies par AWS nativement via le service autoscaling. Donc le service EC2 autoscaling, c'est un service qui automatise le choix des familles et le type d'instance dans un même groupe d'autoscaling. Et donc vous avez deux options, soit réduire les coûts, soit avoir une liste prioritaire. En fonction de l'option que vous choisissez, vous pouvez soit utiliser des instances post et les mixer avec de l'on-demand, soit vous pouvez, pour prévenir des augmentations de charges qui étaient non prévues, avec une liste prioritaire, vous allez spin-up, donc vous allez lancer un certain nombre d'instances on-demand. Tout ça est paramétrable, vous contrôlez totalement les coûts inhérents à cette partie autoscaling. C'est pas parce que vous mettez en place un groupe d'autoscaling que vos coûts vont exploser de manière illimitée si demain il y avait une charge importante parce que vous avez été couvert par un média par exemple. Donc l'objectif de cette partie autoscaling, c'est réduire vos coûts pour les mettre au plus proche de la charge en temps réel, optimiser la performance, toujours avoir en tête le client final et l'utilisateur, et ça réduit aussi la charge opérationnelle. C'est des briques d'automatisation qu'on met en place. Une fois qu'elles sont configurées, elles tournent, il n'y a plus besoin de les opérer. Pour pousser un petit peu sur cette brique d'élastification, on a introduit ce qu'on appelle le predictive scaling. Le predictive scaling, ça vise à embarquer une couche de machine learning dans l'autoscaling et on va finalement analyser des KPI et des métriques de manière régulière et journalière avec un modèle de ML qu'on a développé. On va faire aussi une analyse de régression en fonction de ce qu'on trouve et on va aussi programmer des actions de montée en charge à l'avance. C'est-à-dire que maintenant on n'attend plus que la charge arrive pour scaler, on va de manière prédictive scaler la charge juste avant que la charge arrive. Donc du coup on a trois modèles. Le premier modèle tout à gauche qui est un modèle standard on va dire, c'est un petit peu le modèle que vous avez on-premise, où vous avez une capacité provisionnée qui correspond à la taille de votre infrastructure en data center et vous avez une charge utile. Donc généralement vous oversizez les data centers pour pouvoir répondre au cas de pic de charge, mais quand la charge n'existe plus, vous avez toute une partie non utilisée. Ensuite, on a le provisioning et le scaling de capacité dynamique, c'est l'autoscaling par défaut, sans predictive scaling, où là, vous voyez, on essaye de coller une courbe de capacité plus proche de la courbe de charge. Mais néanmoins, elle n'est pas parfaite. Et enfin, avec l'intégration de predictive scaling, on a maintenant un provisioning de capacité qui colle quasiment à la charge réelle. Donc on essaye d'améliorer en continu cette partie autoscaling pour, du coup, impacter vos coûts en les réduisant. Globalement, pour optimiser EC2, c'est dur de résumer ça en 45 minutes, donc on a beaucoup de services pour faire ça, mais il va vous falloir combiner des solutions. Donc on a des services AWS natifs qui peuvent vous aider, mais on a aussi des partenaires. Donc j'ai parlé d'autoscaling, rapidement de Fleet, on pourrait imaginer discuter de containers, Kubernetes, Batch, CloudFormation, EMR, ThinkBox pour les gens qui sont dans les médias. Mais vous avez aussi des partenaires Qubole, Terraform, CloudBees, Kubernetes encore une fois. Tous ces partenaires et toutes ces solutions-là peuvent vous aider à élastifier vos workloads, automatiser et réduire vos coûts. Et quelques clients en témoignent, Veolia aujourd'hui présent, mais aussi d'autres clients. Et tous ces clients que vous avez ici témoignent d'une réduction de coûts.
sans impact particulier sur la performance, bien au contraire. Je prends l'exemple de MilVFX. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui fait du montage 3D pour le cinéma. Ça nécessite vraiment du gros calcul. Et eux ont utilisé du Spot et sont montés sur une taille d'infrastructure jusqu'à 130 000 corps pendant un certain nombre d'heures pour exécuter un calcul. Et ça leur a coûté relativement peu cher, puisque Spot, on peut avoir des réductions de coûts jusqu'à moins 90% en fonction de l'état du marché. Pour vous donner des exemples un petit peu plus réels de charge de travail, un exemple de workload et de charge de travail, c'est l'exemple du site web avec des applications en container. L'objectif ici, ça va être de scaler en temps réel et de payer à la seconde, ce qui permet de bénéficier de fortes réductions. En termes d'architecture, on va trouver finalement l'élastique load balancer qui va répartir la charge sur des fermes qui sont elles-mêmes sur Spot. Le fait qu'on utilise Spot, immédiatement on bénéficie de réduction de coûts. Donc c'est vos frontaux web qui sont sur Spot. Et vous avez derrière un back-end web en stateless, on va dire, qui lui reste en on-demand. On voit qu'on a mixé dans l'architecture deux types de paiement et on optimise puisque a priori dans cette architecture ici, c'est plutôt les frontaux qui vont scaler. Vous avez toujours, bien entendu, des session state data pour maintenir les sessions entre les containers si nécessaire. Un deuxième exemple, c'est Jenkins. Pour ceux qui sont vraiment DevOps et Dev pur, vous connaissez tous Jenkins. Ça permet de faire du test, ça s'intègre dans un pipeline de continuous delivery, integration d'ailleurs. Et Jenkins, il y a une notion de job. Donc Jenkins va exécuter des tests en fonction d'un code qui lui a été soumis. Et du coup, on s'est dit, comment réduire les coûts finalement de ce Jenkins-là? Dans cette solution-là, on va utiliser un ALB, un Application Load Balancer, qui va être en frontal des master Jenkins, qui sont les nœuds de contrôle de Jenkins. Ces nœuds de contrôle-là, il faut les mettre en reserve instance ou on demand, mais je vous conseille le reserve instance, puisqu'ils n'ont pas foncièrement de capacité à scaler. Ce n'est pas eux qui vont réaliser les tâches de calcul et les tâches de test. Ce n'est pas eux qui travaillent. Eux, ils font que le control plane. On va utiliser par contre Spotfleet, et donc on va déployer des agents Jenkins sur du Spot, et ce qui va permettre derrière de réduire énormément le coût d'exécution, sachant qu'on n'a pas de problème avec Jenkins sur des erreurs de test ou un test qui ne serait pas finalisé. Jenkins le relancera. Donc pas de souci là-dessus. Et on peut facilement, pareil, réduire les coûts, diviser les coûts plus que par 2 avec ce type de solution-là versus de l'EC2 natif. Du coup, à retenir, par où commencer pour identifier et pour optimiser vos coûts? Premièrement, c'est identifier. C'est la première chose. Sans données, vous ne ferez pas grand-chose. Il faut trouver les bons KPI, les collecter et commencer à les analyser. Ensuite, vous redimensionnez. Ensuite, vous élastifiez. Et à partir de là, vous pouvez commencer à être optimisé. Une fois que vous êtes optimisé, vous pouvez penser à vous committer sur du reserve instance. Donc, identifiez les données de facturation, analysez-les, redimensionnez, mettez en place les solutions d'élasticité. J'ai pas pu tout vous présenter ici, bien entendu. Vous avez vu qu'on a un panel de services et de partenaires. J'ai juste voulu me concentrer sur la partie auto-scaling. Variez vos types de paiement, vos types d'instances, et collez-vous au plus proche du besoin réel. Maintenant, la question, c'est comment vous innovez sans contrainte. Et en pratique, comment ça se passe? L'objectif, ça va être de faciliter l'interface entre les équipes finance et ingénierie. Les équipes finance, jusqu'alors, elles n'avaient pas forcément d'interface directe avec les devs, encore moins avec les ops, c'était plus compliqué. Mais maintenant, il s'agit de les rattacher. Donc, trouver un moyen dans la structure pour les rapprocher, soit en ayant un lead FinOps clair, soit vraiment en rapprochant les équipes. Puisque, une fois que vous rentrez dans le modèle DevOps, quelque part, vous donnez aussi les privilèges à vos devs d'augmenter votre facture à la fin du mois, puisque si les ressources sont mal consommées, et plus ils en consomment, plus la facturation à la fin du mois va être élevée. Donc l'objectif, c'est aussi les responsabiliser sur cette question de coût. Définissez et appliquez une politique de tagging. Ça, c'est très important. Je n'ai pas parlé de tagging, mais quand vous allez dans Cost Explorer ou quand vous allez dans le Cost and Usage Report, on va vous remonter les tags. Et si vous utilisez des comptes où vous mutualisez vos charges de travail, isolez les charges de travail pour calculer un coût applicatif d'une application propre, c'est compliqué. C'est facile de le faire une fois que vous mettez en place du tagging. Donc taguez vos ressources.
Définissez les métriques, on en a déjà parlé. Les objectifs, ça c'est un point important. Une fois que vous avez défini vos métriques, définissez vos KPI, faites des revues régulières financières. Quarterly pour commencer, monthly quand on a une taille importante, mais faites-les. Sensibiliser vos équipes, donc là il y a une question vraiment culturelle, à l'optimisation des coûts. Il faut vraiment les responsabiliser, et Fouad va parler de ce point-là. Définissez enfin et communiquez autour de la stratégie cloud en soulignant le volet économique. N'oubliez pas ce volet-là qui est un point important du cloud. Il faut que ça soit un point, le FinOps, qui rentre au même titre que la sécurité, que la performance, que la réponse aux besoins métiers. Il faut que la partie optimisation des coûts, FinOps, rentre dans la culture des DevOps et la culture de l'entreprise. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que généralement, après un lift and shift, sur l'optimisation des coûts, on fait ce qu'on appelle des optimisations tactiques. Ce que je viens de vous expliquer, redimensionner, élastifier, c'est très tactique. C'est des opérations qui sont faites par une SWAT team, on va dire, et qui visent à réduire ces investissements-là. Mais avec le temps, il y a de moins en moins besoin de faire ces investissements tactiques. Et du coup, moins on fait d'optimisation tactique, plus on a de réalisation à forte valeur, puisque les gens peuvent se concentrer finalement sur les besoins métiers et non plus sur la question des coûts. Et du coup, mieux que vous expliquer ça par moi-même, je vais demander à Fouad de vous présenter ce qu'a fait Veolia en suivant le concept DevOps FinOps. Merci Thomas. Bonjour à tous, je me présente, donc Fouad Mac, directeur du projet Move to Cloud pour Veolia. Alors tout d'abord, je vais vous parler très rapidement de ce qu'est Veolia et de ce que fait Veolia aujourd'hui. Donc Veolia est une entreprise, une très vieille entreprise, une entreprise centenaire qui a 165 ans. À l'origine, une société française qui est maintenant devenue une société internationale, présente dans environ 50 pays dans le monde, avec un chiffre d'affaires supérieur à 25 milliards d'euros en 2018. Et comptabilise aujourd'hui plus de 170 000 collaborateurs. La société Veolia est présente sur 3 grands secteurs d'activité, à savoir l'eau, les déchets et l'énergie. Veolia fournit aujourd'hui de l'eau à environ 100 millions de personnes dans le monde. De plus, Veolia valorise environ 50 millions de tonnes de déchets chaque année. Et enfin, Veolia distribue de l'énergie à travers les réseaux d'assainissement et de chauffage des villes dans plus de 500 villes dans le monde. La stratégie de Veolia s'articule autour de 3 grands projets qui ont pour objectif de transformer l'ensemble de la société. Le projet SETAWAD, Secure Anywhere, Anytime, Any Device, qui va permettre de pouvoir amener des nouveaux outils de collaboration à l'ensemble des 170 000 collaborateurs de Veolia. Le projet Data for Business, dont l'objectif est de pouvoir identifier et mieux utiliser la donnée que l'on collecte pour pouvoir en tirer des nouveaux usages à des fins métiers. Et enfin le projet Move to Cloud, avec une stratégie très simple. L'objectif de Veolia est de fermer la totalité de nos data centers d'ici la fin de l'année prochaine, sur la totalité du groupe. Donc c'est assez simple, c'est binaire, on ferme tout, on devient data centerless et on embrasse entièrement le cloud public. Aujourd'hui, le numérique a pris une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. On s'en rend compte, vous en rendez tous compte. Il faut savoir que ce développement du numérique a une empreinte environnementale qui est de plus en plus importante. Si on ne fait rien, si on ne change rien, d'ici 2025, le secteur des technologies de l'information utilisera 20% de l'électricité produite mondialement. 2025, c'est dans 6 ans. Ça va arriver moins de 6 ans. Ça va arriver très très vite. Pour ce faire, et pour pouvoir relever ce défi environnemental, il existe plusieurs leviers. Le premier levier, les infrastructures. Pour être plus précis, les infrastructures du cloud public, qui sont les plus à même de pouvoir fournir un environnement avec une meilleure consommation et une meilleure utilisation de nos ressources énergétiques. À titre d'exemple, on mesure très souvent la performance énergétique d'un data center avec le PUE. Le PUE du plus mauvais des data centers Amazon est de 1,2. À titre de comparaison, la majorité de nos data centers, comme de vos data centers, ont un PUE autour de 2, donc quasiment 2 fois moins performant. Donc rien qu'en basculant sur le cloud public, vous apportez, vous optimisez d'au moins 40% votre consommation énergétique.
à périmètre constant. Aussi, vous avez la possibilité, une fois que vous avez embrassé le cloud public, de pouvoir aller plus loin. Donc de pouvoir, via des leviers d'architecture, où vous allez repenser la façon dont vos applications sont construites, pouvoir attaquer d'autres services, dont les services dits serverless, qui vont vous permettre d'améliorer substantiellement, par des ratios de 10 ou de 100, votre performance énergétique à transaction constante. Au lieu de payer des machines qui restent allumées à ne rien faire la plupart du temps, ça se passe comme ça chez Veolia, mais comme chez beaucoup d'entre vous aussi, je suppose, vous allez construire des applications qui s'appuient sur des services serverless, tels que Lambda, API Gateway, DynamoDB, etc., etc., pour citer les plus connus d'entre eux, qui vont vous permettre de ne payer une facture uniquement à la transaction ou au temps de CPU utilisé. Donc qui revient, grosso modo, à payer uniquement à la transaction utile. Donc avec un énorme changement sur vos factures à la fin du mois. La migration vers le cloud public chez Veolia se fait encore à travers un changement en termes d'organisation. Il faut savoir que par exemple sur le périmètre corporate de Veolia, nous sommes aujourd'hui data centerless depuis l'année dernière. Donc ce défi a été relevé et l'objectif est de faire en sorte que la totalité des filiales du groupe soit alignée avec cet objectif pour la fin de l'année prochaine. Mais pour pouvoir mettre en place et réussir cette transformation, donc cette migration vers le cloud public, il est important également de se réorganiser en interne. Donc de développer des squads, des teams, qui vont s'appuyer sur les méthodes agiles ou Kanban et qui vont modifier leur façon d'opérer. L'une des façons de pouvoir également optimiser votre facture à la fin du mois, c'est de regarder votre facture Amazon, mais aussi de regarder vos autres factures. Et donc d'automatiser ces gestes techniques à faible valeur ajoutée, qui n'apportent que pas grand chose, qui génèrent un risque de sécurité, qui génèrent un risque opérationnel en cas d'erreur humaine. Ça arrive très souvent, c'est humain. Vous prenez une tâche, vous la répétez 10 fois, statistiquement vous vous tromperez 1 ou 2 fois. C'est comme ça, on est fait comme ça. Parce que l'ennui fait qu'on génère des erreurs supplémentaires. Et donc notre pipeline DevOps intègre différents outils, mais également des outils orientés FinOps pour permettre aux équipes et aux individus de pouvoir eux-mêmes piloter et améliorer leur performance FinOps. En termes de maturité, Veolia et la plupart des filiales du groupe Veolia est allé assez loin. La meilleure façon de responsabiliser les gens, c'est de leur donner des objectifs, et des objectifs qui influencent directement leur prime de fin d'année. À partir du moment où vous attaquez le porte-monnaie, vous êtes beaucoup plus efficace. Donc vous mettez à leur disposition le cadre qui va bien, les outils qui vont bien, mais également des objectifs avec un impact direct sur leur porte-monnaie, et vous créez des conditions plus favorables pour justement réussir à généraliser et à responsabiliser chacun dans l'organisation. Pour citer quelques outils, nous appuyons bien évidemment sur Cost Explorer, sur Trusted Advisor, sur TVT, qui est un outil mis en place par une Toulousaine qui a fait ses preuves. Et également, nous avons construit des tableaux de bord supplémentaires quand Cost Explorer atteignait ses limites pour pouvoir définir des tableaux orientés FinOps avec des indicateurs clés qui répondent aux objectifs de chacune des équipes. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que dans le pipeline DevOps, les collaborateurs et les équipes de chacune des squads soient responsabilisés sur ces 5 grands critères. Donc le critère sécurité, résilience, performance, opération et coût. Donc faire en sorte que ces équipes-là soient en même temps responsables du niveau de disponibilité, du niveau de performance de l'application et de la facture à la fin du mois. Puisque une fois que vous avez attaqué les couches hautes en termes d'optimisation, donc certes beaucoup d'actions, beaucoup de leviers ont été cités par Thomas aujourd'hui, il faut vous attaquer à l'application, comprendre comment l'application fonctionne pour pouvoir améliorer sa performance économique. Je vais vous donner ici le partage de... Voilà. Il existe de nombreux leviers pour pouvoir améliorer vos performances financières sur le cloud public. On pourrait y passer des heures et essayer de toutes les citer.
Il faut savoir que vous avez des leviers qui sont spécifiques à certains services et des leviers d'action qui sont communs à l'ensemble des services. Donc effectivement, il faut cultiver cette capacité à pouvoir aller chercher des actions et des leviers à grande échelle sur l'ensemble des services, mais également ne pas oublier des actions, des leviers que vous allez pouvoir activer en fonction des spécificités de chacun des services. Pour en citer quelques-uns, DynamoDB, donc le service NoSQL d'Amazon, qui est un service serverless, historiquement est un service pour lequel vous deviez provisionner votre capacité de lecture et d'écriture. Et donc vous payez à la capacité provisionnée. Depuis le dernier event, DynamoDB OnScale est maintenant disponible, enfin OnDemand pardon, est maintenant disponible, ce qui veut dire que vous n'avez plus à provisionner à l'avance une capacité en lecture ou en écriture. Votre table DynamoDB va s'adapter au nombre de transactions entrantes. Sur ce cas d'usage, vous pouvez facilement, en activant c'est une autre option à activer, ça prend 3 clics, vous divisez par facilement 4 ou 5 votre facture DynamoDB. Je vous le dis parce que c'est ce qui est arrivé chez nous. C'est très simple, c'est facile. Mais encore faut-il savoir que ces options existent et qu'on peut les utiliser. 3 grands leviers d'optimisation. Le premier, je vous citais en introduction, fermer vos data centers. C'est le premier acte FinOps qu'on entreprend quand on bascule vers le cloud public, parce que ça va vous permettre, quand vous allez considérer votre TCO, de pouvoir diminuer votre facture totale. Deuxième acte d'optimisation qui peut permettre d'aller très très loin, le redimensionnement. Tout à l'heure, Thomas parlait du redimensionnement après migration. Chez Veolia, on favorise le redimensionnement dans le cas des applications qui sont migrées en mode lift and shift, donc une partie de nos applications, par un redimensionnement au moment de la migration. Donc on s'oblige et on incite énormément de filiales du groupe Veolia à déployer des agents de découverte. Ces agents de découverte vont permettre de collecter différentes métriques, donc les métriques d'usage, CPU, mémoire, stockage, bande passante, réseau. Et à partir de ces métriques-là, les faire entrer dans une moulinette et pouvoir identifier quel est le meilleur choix en termes d'instance EC2 ou RDS pour pouvoir hoster cette application. Et donc, au lieu de se calquer sur l'historique, sur ce qui a été provisionné historiquement, se calquer sur le nouveau besoin. Avec ces actions assez simples, vous vous rendez compte qu'à peu près 8 machines sur 10 sont surdimensionnées. C'est le cas chez Veolia, c'est le cas chez la majorité d'entre nous. Pour preuve, TSO Logic, en fin 2017, avait publié une étude qui indiquait que 84% des serveurs dans un data center on-premises étaient surdimensionnés. Donc vous vous rendez compte de l'opportunité en termes de savings au moment où vous lift and shiftez des workloads qui vont être migrés sans transformation. Je citais ici quelques best practices. S'il fallait en rajouter une qui n'a pas été mentionnée aujourd'hui, la responsabilisation passe par la possibilité de pouvoir identifier qui a fait quoi. Effectivement, avec le CloudTrail, vous pouvez identifier qui est responsable et qui a provisionné telle ou telle machine. La meilleure façon, c'est de pouvoir automatiquement attacher des tags, donc des labels, des étiquettes à vos ressources quand elles sont provisionnées, pour pouvoir identifier le responsable et donc responsabiliser les personnes qui ont créé ces ressources-là sur l'utilisation de ces ressources-là et éviter qu'elles soient oubliées. Alors le FinOps en pratique, dans une équipe DevOps, ici vous avez une illustration. Dans ce cas-là, ce qui a été fait, si vous prenez les services EC2, ELB, RDS, sur la majorité des entreprises qui utilisent Amazon avec un profil similaire à Veolia, disons CAC 40, ça représente à peu près 70% de votre facture Amazon. Donc si vous vous concentrez sur ces 4 services, vous avez 70 à 80% de vos gains potentiels, ce qui est important. Pour ce faire, nous avons construit et déployé sur différentes filiales du groupe des fonctions lambda qui sont déployées sur des comptes Amazon, qui vont aller monitorer différents comptes Amazon et qui vont en mode chatbots, donc sur des chatrooms, en l'occurrence ici des chatrooms Google, alerter les utilisateurs chaque matin, donc lorsqu'ils arrivent au bureau, des ressources qui sont inutilisées, peu utilisées ou pas utilisées ou plus utilisées. Avec ces actions assez simples, en plus des outils que j'ai cités précédemment, vous avez la possibilité de pouvoir vraiment aller gratter tout le gaspillage
que vous avez derrière vous. L'ordre de grandeur, c'est qu'au bout de quelques mois, vous avez plusieurs centaines de ressources qui ont été identifiées comme mal dimensionnées ou plus utilisées. Et donc on a pu optimiser. C'est assez simple à mettre en place, mais ça a des effets bénéfiques très rapidement mesurables. Pour conclure, aujourd'hui chez Veolia, le FinOps a trouvé une véritable place dans nos organisations orientées mode DevOps, avec une responsabilité de chacun des collaborateurs. C'est vraiment l'une des clés de cette réussite, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions répondre à cet enjeu environnemental. Comme je vous le citais au départ, c'est un enjeu FinOps, puisque nous avons des obligations de répondre à nos suivis de budget, mais également environnemental. À ce jour, Veolia est en ligne avec ses objectifs et son rythme de croisière de migration vers le cloud public. Et donc j'espère pouvoir vous retrouver, si tout se passe bien, dans 2 ans, afin de vous partager et vous faire un retour d'expérience sur le projet Move to Cloud de Veolia à l'échelle du groupe. Je vous remercie tous.